un clin d'œil de l'histoire. Les 30 années qui se sont écoulées depuis la fin de la dernière guerre mondiale sont passées comme ces images de notre monde moderne. Un clin d'œil, pas davantage. Les choses ont changé avec une telle rapidité qu'il nous est difficile de réaliser à quel point, en un laps de temps aussi court, nous avons modifié la physionomie de notre pays. L'urbaniste doit résoudre des problèmes de plus en plus complexes. Il doit les aborder avec une plus grande flexibilité. Il doit prendre le recul nécessaire pour pouvoir juger ce qui a été accompli, mettre à profit les erreurs commises et savoir changer de direction quand cela s'avère nécessaire. Voici Birmingham, l'un des plus grands exemples de reconstruction massive en Grande-Bretagne. C'est seulement au XXe siècle qu'il est devenu possible de démolir et de reconstruire une pareille cité presque du jour au lendemain. À la fin des années 1930, à la suite d'une rapide croissance industrielle et commerciale, le centre-ville était déjà devenu trop petit pour sa population. Les bâtiments anciens se prêtaient mal à la mise en place des nouveaux centres commerciaux. Des quartiers entiers étaient composés de maisons délabrées, voisinant avec les cheminées noircies de vieilles usines. Mais les urbanistes étaient pratiquement impuissants. Le terrain atteignait des prix prohibitifs dans le centre et appartenait à un grand nombre de propriétaires divers. Mais beaucoup de ces problèmes de l'avant-guerre furent résolus en l'espace d'une nuit. 3 semaines seulement après la fin du Blitz, le gouvernement demandait aux villes les plus sérieusement touchées de dresser un plan d'ensemble de reconstruction détaillé. Puis, une série de décrets furent votés par le Parlement, donnant aux municipalités les moyens de dresser les plans de reconstruction et d'acquérir des terrains et des bâtiments. Birmingham profita au maximum des nouveaux moyens d'action. Le plan de reconstruction de Birmingham accordait une place de choix aux voies d'accès. Depuis une trentaine d'années, la ville avait envie d'un système circulaire de routes et d'une autoroute urbaine, et elle n'allait pas laisser passer cette occasion. Une voie express conduit directement au centre de la ville. De nombreuses routes font valoir une nouvelle liberté de mouvement et permettent d'atteindre rapidement le nouveau centre commercial. Ce centre a coûté quelques 250 millions de livres sterling. C'est une solution coûteuse et radicale pour le plus grand bien de cette ville riche, sûre d'elle-même et orientée vers l'avenir. Alors que le trafic automobile règne en surface, l'homme doit progresser en dessous. Il est même peut-être plus heureux ici, isolé et protégé. La reconstruction de Birmingham est un hommage rendu à l'énergie de cette grande cité. Mais cette solution peut-elle convenir à tout le monde? Les routes modernes encouragent-elles un nouveau surcroît de la circulation? Les employés de bureau jouissent-ils d'une très belle vue du haut de leur tour? Et maman? Et l'enfant? À qui tout cela a-t-il profité? Voici le centre désert de la ville qui n'est animé que pendant le jour. Rares sont ceux qui vivent ici maintenant. En 20 ans, le nombre de magasins a augmenté d'un tiers et celui des bureaux de 75%, alors que le nombre des habitants vivant dans le centre de la ville a diminué de 50%.
Aussi audacieuse et séduisante qu'elle puisse paraître, l'unique solution de reconstruction totale peut présenter beaucoup de désavantages. À long terme, une influence néfaste, par exemple, comme c'est le cas ici à Liverpool. Dans le domaine de l'urbanisme, Liverpool est à l'avant-garde des grandes villes. Comme Birmingham, elle a son plan d'aménagement, mais n'a pas la prospérité nécessaire à sa réalisation. Malgré ses réussites, une approche plus sélective aurait pu, dans certains cas, éviter la dislocation de certains quartiers. Il est parfois nécessaire de construire des routes nouvelles, mais il arrive qu'il soit préférable de s'arrêter un peu et de concentrer ses efforts sur l'organisation du trafic. De cette manière, on peut sauver des quartiers entiers de la démolition et les sommes économisées peuvent servir à des fins socialement plus utiles. D'autres villes, comme Leeds, ont mis de l'argent dans des parkings sur leur périphérie qui sont gratuits le samedi pour les automobilistes allant faire leurs achats. D'excellents moyens de transport public relient ces parkings au centre de la ville. La ville de Leicester possède un système à ordinateur pour le contrôle du trafic automobile. Il est évidemment plus raisonnable d'utiliser les routes que nous possédons déjà que de construire de nouveaux réseaux urbains de voies circulaires. Cela permet une meilleure utilisation des sommes disponibles. Socialement, cela cause beaucoup moins de bouleversements et ça marche bien. Ici, les piétons, pas les voitures, peuvent circuler librement en surface. Tout ce qui faisait le charme de la vieille ville a été remis en état. Les habitants sont maintenant beaucoup plus heureux dans ces rues qui étaient autrefois encombrées de véhicules. À proximité du centre de la ville de Leicester, on a préservé le caractère historique de Newark. Les maisons délabrées ont été restaurées. Il y a des logements disponibles à proximité du centre, ainsi que des immeubles de bureaux peu élevés, s'harmonisant bien avec les bâtiments anciens qui les entourent. La ville de Birmingham a découvert, elle aussi, qu'il est financièrement très avantageux de tirer le meilleur parti possible de ce qui existe déjà et à préserver ce coin tranquille. Les canaux ont été remis en état et ont trouvé une nouvelle raison d'être qui s'accorde parfaitement avec les nouvelles conceptions de l'urbanisme. Le centre urbain devrait être le cœur vivant d'une communauté en bonne santé. Et on en est arrivé à la conclusion qu'une reconstruction totale et massive n'était pas nécessairement la meilleure solution. Le centre de la cité est un environnement économique et social à l'équilibre délicat, qui est beaucoup mieux préservé par l'adoption de petites solutions moins radicales, mais dont l'ensemble crée un environnement beaucoup plus humain. Dans le centre, la demande croît sans cesse pour de nouveaux bureaux et services divers, et cela crée d'autres menaces pour notre environnement. Ces dangers existent aussi sur les pourtours de la ville, où les développements urbains engloutissent peu à peu des terres agricoles. Des tentacules de développement s'étendent même très loin dans la campagne, menaçant l'intégrité de la nature. Une politique fut décidée
ayant pour but de contenir cette avance apparemment inexorable. Elle était basée sur une ceinture de verdure destinée à préserver la nature, précieuse pour la société urbaine. Arrêt de l'expansion urbaine et dispersion de la population dans des villes nouvelles. Ces solutions au problème de la croissance des villes et de la conservation du paysage furent adoptées au début des années 50 dans le cadre de la politique de planification. Nos villes nouvelles sont l'une de nos réussites les plus totales. On a encouragé la dispersion graduelle de l'industrie et de la population hors des grandes villes surpeuplées vers de nouvelles villes conçues à l'avance pour devenir complètement autonomes. La place du marché, située traditionnellement au centre de la ville, a été remplacée par le supermarché. En se servant de terrains pas chers, les villes nouvelles ont pu se développer de manière à être parfaitement autonomes. Le plan accorde une place de choix au centre civique destiné aux loisirs et aux activités sportives des habitants. Et on s'est efforcé de créer une communauté bien équilibrée grâce à des logements répondant aux besoins de personnes d'âge et de revenus différents. Les habitants ont un large choix d'emplois. Le concept de la ville nouvelle prévoit non seulement la construction de maisons d'habitation, mais aussi celle d'usines réalisées avant le besoin. Mais dans la période de l'après-guerre, les choses changeaient avec une telle rapidité que les programmes de construction ne pouvaient pas toujours satisfaire la demande. La natalité dépassait les prévisions et les centres des vieilles villes devaient faire face à des problèmes plus sérieux que ceux auxquels on s'attendait. Un autre développement de la politique des villes nouvelles était le concept de la ville agrandie, qui permet une certaine expansion des villes anciennes, mais dans des limites soigneusement contrôlées. Seuls les centres possédant une infrastructure suffisante pour pouvoir supporter cette expansion sans en souffrir ont été choisis. Une fois de plus, on s'est efforcé de procurer non seulement des logements, mais aussi des emplois, afin de créer des communautés bien équilibrées et se suffisant à elles-mêmes. Mais il était nécessaire d'adopter une attitude plus flexible envers le problème que représente l'arrêt de l'expansion urbaine. La politique de la ceinture de verdure a été assouplie afin de laisser respirer la ville. Mais tout assouplissement de cette ceinture ne doit se produire que selon des plans rigoureux. La nouvelle banlieue dortoir de Chansley Wood satisfait les besoins de ceux qui trouvent du travail dans le nouveau centre de Birmingham. C'est une ville satellite où les espaces verts abondent. Londres, qui avait été ravagée par les bombardements, et où des quartiers entiers aux maisons délabrées réclamaient une rénovation, fut la première à adopter au cours des années 50 une nouvelle solution destinée à résoudre les problèmes du logement. L'inspiration avait été fournie par la cité radieuse de Le Corbusier. Entrons par le jardin anglais. L'auto rapide suit l'autodrome surélevé, allée majestueuse des gratte-ciel. Les parcs
se déroule. Inspirés par Le Corbusier, nos urbanistes abandonnèrent la vieille tradition de construction de rangées de maisons en terrasse. Des illusions de bonheur sont poursuivies chimériquement par les cités-jardins. Au lieu des cités-jardins en étendue, nous avons créé les cités-jardins en hauteur. Tous les bénéfices s'attachent à la hauteur. Des tours dans un parc. À l'époque, c'était une solution hardie, pleine d'inspiration et extrêmement positive. La réalité de la cité radieuse de Le Corbusier éclatait comme le béton qui domine les arbres. Comme le phénix qui renaît de ses cendres, les taudis victoriens firent place à l'utopie moderne. Des milliers de locataires d'habitations à loyer modéré furent relogés dans des rues devenues verticales au lieu d'être horizontales. La technologie permettait tout cela. Pour l'architecte, la silhouette du bâtiment formait un point central d'emphase visuelle qui fournissait la ponctuation nécessaire au rythme linéaire du développement. Mais pour les habitants, la cage de l'ascenseur est devenue leur rue, triste et négligée, et le hall d'entrée sert de lieu de rencontre. Des ascenseurs à bas prix, lents, fonctionnent très irrégulièrement. 5 minutes, 10 minutes, jamais. Les architectes ont-ils essayé de parcourir ces rues verticales qu'ils ont créées? Imaginez ce qui se passerait si vous étiez aveugle. Même le chien se perd. Qu'est-ce qu'il attend là-haut? La solitude? L'anonymat de l'altitude? Il ne s'agit pas ici de tours dans un parc. Cela ressemble davantage à un désert de gazon mal entretenu et jonché de détritus. Quand un bâtiment appartient à tout le monde, il arrive souvent que personne ne s'y intéresse. Et quand un endroit n'appartient à personne, nous ne pouvons pas dire que le comportement de ces enfants est entièrement causé par ces bâtiments. Mais les possibilités offertes aux vandales sont tellement plus grandes ici. Le chemin des amoureux de nos grands-mères n'existe pas par ici. La destruction en masse des taudis, bien que louable en elle-même, détruisait aussi une vie de la rue qui n'était pas sans valeur sociale.
et qu'il a été impossible de recréer dans les hautes tours qui ont remplacé ces taudis. Ce ne sont pas des foyers, ce sont des unités de logement. La Grande-Bretagne n'a pas renoncé à construire des tours élevées. Elles conviennent parfaitement aux revenus élevés, aux étudiants, aux couples sans enfants. Mais on a été forcé de reconnaître que les choses les plus grandes ne sont pas forcément les meilleures. Et les architectes et les urbanistes sont redescendus de l'Olympe pour en revenir à la construction de bâtiments de proportions plus humaines. Une densité élevée n'oblige pas nécessairement à construire des tours. À la place d'un désert d'espace vide, il y a un jardin privé pour ceux que cela intéresse. Et au 4e étage, on trouve même une rue horizontale permettant aux personnes âgées de rester en contact avec leurs voisins. Dans un environnement à fort peuplement, le secret d'un urbanisme familial valable consiste à donner l'illusion d'un espace large, d'un certain isolement, d'une luxuriance de l'herbe. Et l'urbanisme de demain devrait accorder une certaine place à la solution d'hier, les rangées de maisons disposées en terrasse. Ici, il y a moins de tension, les gens sont plus heureux et trouvant une nouvelle fierté dans leur environnement. Les enfants peuvent jouer sans danger loin des automobiles. Et les automobilistes peuvent surveiller leurs voitures garées dans des parkings discrètement situés à l'arrière des bâtiments. Sur les routes, on réglemente la circulation au moyen de petits dos d'âne. Les gens heureux font des familles heureuses. Les familles heureuses sont de bons voisins. Et en fin de compte, une bonne communauté ne dépend pas seulement du nombre de familles qui la composent. Les bâtiments anciens, témoins du passé, procurent un sentiment de stabilité dans un monde qui change de plus en plus rapidement. Nous avons appris qu'il ne fallait pas que les hommes s'adaptent aux bâtiments, mais qu'il fallait au contraire que les bâtiments s'adaptent aux hommes. Maintenant que la majorité de nos îlots insalubres ont été démolis, nous nous efforçons de restaurer le reste de nos anciens logements avant qu'ils ne soient trop délabrés. Ils sont remis en état par petits groupes à la fois. Les façades sont nettoyées. Maintenant, nous ne reconstruisons que graduellement, et seulement quand les bâtiments sont arrivés au terme de leur vie. Nous ne pouvons pas nous permettre de reconstruire massivement, de déraciner des communautés, et nous ne devrions même pas essayer, car il est beaucoup plus raisonnable du point de vue économique d'utiliser au mieux possible ce que nous possédons déjà. Il y a 10 ans, nous aurions démoli ces maisons au lieu de les restaurer. Mais les temps ont changé, et avec eux, notre attitude envers un grand nombre de nos problèmes urbains. Nous espérons avoir appris quelque chose de positif de nos erreurs passées. L'expérience nous a appris que des solutions qui paraissaient excellentes il y a 10 ou 20 ans, dans les circonstances particulières de l'époque, ne sont pas nécessairement aujourd'hui les meilleures solutions. Les changements de circonstances nous ont fait connaître les limites de la planification à long terme.
Nous avons appris à nous méfier de la méthode de reconstruction totale sur une très vaste échelle, car nous pensons que nos cités sont mieux servies par un ensemble de solutions diverses, pouvant être constamment modifiées. Nous bâtissons pour l'avenir. En notre qualité d'urbaniste, nous devons nous efforcer de découvrir et de satisfaire les besoins réels et les aspirations de nos concitoyens. À notre époque de technologie avancée et de constants changements qui surviennent avec une rapidité sans précédent, nous avons appris que ce qui compte avant tout, c'est de préserver l'échelle humaine. Habitat, c'est les gens.